tous. Je vous remercie pour votre présence nombreuse et je remercie surtout Marie-Christine Jamet qui est présente avec nous. Voilà. Marie-Christine Jamet que j'ai invitée pour parler de l'intercompréhension, qui est un peu le fil rouge, cette question des langues proches qui a traversé ce début d'année pour nous. Et bien sûr, je l'ai invitée à parler en tant que spécialiste dans le domaine de la didactique de ce sujet. Et ça permet, enfin, le type d'approche qu'elle a pu proposer dans ses travaux permet, je trouve, d'enseigner les langues étrangères et aussi de les apprendre d'une manière un peu différente de la manière dont on a l'habitude de les approcher. Et c'est aussi pour ça que je la remercie, d'avoir accepté d'être parmi nous. Je vous donne la parole tout de suite, du coup, pour commencer votre présentation. Donc, un petit rappel technique. Si vous voulez intervenir ou poser des questions, vous pouvez le faire à tout moment de la conférence dans le chat. Simplement, donc Marie-Christine Jamet va faire sa présentation et ensuite je récolterai l'ensemble des questions du chat pour les lui poser à la fin de sa présentation. La partie plus de questions-réponses aura lieu en fin de parcours. Voilà, je laisse la parole tout de suite à Marie-Christine Jamet. Je vous souhaite un bon webinaire et je vous retrouve à la fin de la conférence. Voilà, bonjour à tous. Donc, je suis professeure de français, de FLE à l'université de Venise, en Italie. Et je m'intéresse à l'intercompréhension depuis plusieurs années maintenant à l'intérieur du groupe des langues romanes. Et donc, c'est surtout à travers ces langues qu'on va aborder la question aujourd'hui. Mais évidemment, on pourra l'adapter, enfin, vous pourrez l'adapter à d'autres groupes de langues. Et donc, c'est plus une question de méthodologie que de langue romane en particulier. Je vais partager mon écran en espérant que tout marche. Voilà. Et voilà. Donc, le titre, Apprendre les langues autrement avec l'intercompréhension. Et on va commencer par quelques définitions. Alors, certains d'entre vous, que je ne vois pas d'ailleurs, je ne vois personne, donc c'est assez curieux comme conférence. Certains d'entre vous ont peut-être suivi les petites conférences ou les vidéos que mon collègue de Finlande, Eric Hemming, a réalisées pour l'Institut français, et donc ils auront déjà une petite idée. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus à fond dans la didactique, justement, pour voir comment ça va marcher. Alors, première chose, comme vous le voyez, ma diapositive est en italien, mais je parle en français, c'est-à-dire que vous allez tout de suite essayer de comprendre et de mettre en pratique cette intercompréhension. Donc, qu'est-ce que l'intercompréhension? Che cos'è l'intercomprensione? C'est donc une forme de communication où les locuteurs comprennent la langue des autres, mais s'expriment dans leur propre langue ou dans une des langues qu'ils connaissent. Au départ, on ne parlait que de langue maternelle, mais en réalité, on peut aussi s'exprimer dans une autre langue que l'on connaît et qui nous permettrait d'interagir avec d'autres groupes linguistiques. Donc, moi, avec mes étudiants italiens vers le français ou l'espagnol, on est à l'intérieur du même groupe de langues. Mais vous, par exemple, à travers le français qui peut être une langue pont, vous pouvez aller vers d'autres langues romanes. D'accord ? Donc ça, c'est la définition. Le but, c'est de pouvoir réaliser ce genre de communication multilingue. Et ça s'est développé parce que en Europe, il y a eu ce besoin de valoriser les langues européennes, de ne pas passer uniquement à travers l'anglais, et c'est la raison pour laquelle de nombreux projets ont été financés par l'Union européenne. Alors, comment cette idée est-elle née? Cette possibilité de communiquer chacun s'exprimant dans une langue différente,
elle a été observée dans les familles bilingues. Par exemple, avec mes filles j'habitent en Italie, je leur parlais français, me répondaient en italien, aucun problème pour la communication. C'était une situation de communication qui était très fréquente au Moyen Âge. Précisément au moment où le latin était en train de se différencier dans les différentes langues romanes, on a retrouvé des textes, les philologues ont retrouvé des textes qui sont plurilingues, hein, à commencer d'ailleurs par les carnets de Christophe Colomb. Et puis, c'est une situation que vous, dans le Nord, vous devez bien connaître, puisque c'était une possibilité que les Suédois et les Norvégiens pouvaient mettre en pratique assez facilement. Si bien que des chercheurs ailleurs en Europe se sont dit, mais après tout, pourquoi ne pas faire la même chose? Et mon PowerPoint s'est bloqué, il ne va pas à la diapo suivante. On va aller par là, voilà. Donc, ils se sont dit, mais après tout, en Europe, regardons un peu cette carte, il y a 3 grandes familles de langues qui déjà couvriraient beaucoup de locuteurs. Évidemment, le finnois n'est pas parmi celles-ci, mais vous avez donc les langues germaniques d'un côté, les langues romanes, les langues slaves, et déjà ça représente énormément d'Européens. Donc, si on arrive à développer des méthodes qui nous permettent de nous intercomprendre à l'intérieur d'une même famille, eh bien, on va améliorer les capacités de chaque Européen à pouvoir interagir avec les autres et sans nécessairement passer à travers l'anglais. Et si moi, dans mon groupe roman, je connais une langue d'un autre groupe et que dans cet autre groupe, ils sont capables, par exemple, je connais l'allemand et puis je vais en Hollande, mais en Hollande, ils connaissent l'allemand, je m'exprime en allemand, ils peuvent me comprendre. Donc, c'était pour l'Europe un moyen concret de rendre les citoyens plurilingues, puisque c'est un de leurs objectifs. Alors, à partir de ces expériences, vous voyez mon dessin très enfantin parce que j'ai pas réussi avec la technique, hier ça ne marchait pas très bien, à le faire mieux. Je pars des exemples de situations de communication multilingue, on vient de le voir, les familles bilingues dans le nord de l'Europe, etc. Et je me dis, je vais le transformer en une approche didactique. Je vais didactiser. Et cette approche didactique va me permettre de créer un sujet plurilingue qui va avoir plusieurs langues, qui va augmenter les langues de son répertoire, si bien qu'on va pouvoir étendre en Europe et au-delà de l'Europe, hein, si on pense à l'Amérique latine en particulier, on va pouvoir étendre cette communication. Si on arrive à prouver cela, du coup, l'approche didactique va devenir encore plus performante et peut-être qu'un jour, on n'y est encore pas arrivé, les différents ministères locaux de nos différents pays pourront mettre officiellement des cours d'intercompréhension dans les programmes. Donc, utiliser les similitudes entre des langues qui sont proches génétiquement, ça nous permet d'en apprendre plusieurs et ça nous permet d'accélérer l'apprentissage. Mais il y a plusieurs principes. Le premier principe, c'est qu'on va partir de tout ce que l'on sait déjà. C'est incroyable la quantité de choses que l'on sait sans savoir qu'on les sait. Et quand on a mis en place des cours, c'est effectivement la première chose qui sort. Ah, je ne me sentais pas capable, j'aurais jamais pensé être capable de comprendre le roumain, par exemple. Donc, si j'utilise ce que je sais déjà, je sais ma langue maternelle, je connais peut-être d'autres langues. Dans certains pays, je connais des dialectes, en plus de ma langue officielle. Je peux connaître différentes variétés régionales. Je peux connaître différents registres. Tout cela va définir mon répertoire linguistique. Ensuite, je connais aussi le monde. Je sais comment le monde marche. Je sais, j'ai des connaissances culturelles également non verbales. Les gestes peuvent aider, même s'ils ne sont pas tous culturellement transférables d'une culture à l'autre. Et enfin, j'ai des stratégies cognitives et métacognitives
que j'active naturellement pour comprendre. Par exemple, si on s'exprime dans sa langue maternelle et une voiture klaxonne à ce moment-là, je n'entends pas tout de ce que mon interlocuteur a dit. C'est comme s'il y avait un trou dans la communication. Et pourtant, je peux être capable de restituer le sens général parce que je connais ma langue, bien sûr. Je suis capable de deviner quelque chose que je n'ai pas entendu. De la même façon, avec une langue étrangère non connue, les mots que je ne vais pas reconnaître, que je ne vais pas comprendre, ça va être comme des trous, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'à la fin, je n'ai pas le sens général. Je peux très bien le restituer. Donc, on va utiliser toutes ces ressources à la fois pour oser affronter une ou plusieurs langues inconnues. En général, disons qu'au départ, on s'est plutôt attaché à plusieurs langues inconnues. Parce que de fait, et ça va être mon principe numéro 2, quand j'enseigne une langue, en principe, j'enseigne les 4 compétences. La compréhension écrite et la production écrite, la compréhension orale et la production orale. Eh bien, en intercompréhension, on va sortir de ce modèle des 4 compétences et on va valoriser la compétence réceptive active. Donc, j'ai préféré utiliser ces termes. Je sais qu'il y a des linguistes qui parlent de compétences passives, mais cela n'a rien de passif. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure d'un mot que je n'entends pas à cause d'un klaxon, hein, ou d'un avion qui passe ou d'un bruit quelconque. Le fait que je sois capable de restituer le sens veut dire que la compétence de compréhension est une compétence active, ça n'est pas une compétence passive. Et c'est donc cette compétence réceptive active qu'en intercompréhension, on va valoriser. Et donc, je vais dégager, puisque je vais me concentrer uniquement sur la réception et pas sur la production, je peux dégager des capacités cognitives pour apprendre plusieurs langues à la fois. Et je peux vous garantir qu'en peu de temps, on obtient des résultats. En très peu de temps, j'ai fait des cours en langue romane à des étudiants italiens, certes, vers le français, l'espagnol et le portugais. Et à la fin de 24 heures, pour les 3 langues, ça veut dire 8 heures par langue, ils étaient capables de faire les certifications officielles, la partie de compréhension écrite. La partie de compréhension écrite, certification officielle B1, B2, voire du B2. En espagnol, c'était du B2 en 8 heures. Hein. Donc, on limite les compétences. Un autre principe, c'est que dans les méthodes traditionnelles d'apprentissage, je pars en général de l'oral, hein, je fais écouter un petit dialogue et puis à partir de l'oral que j'entends, on va passer à la transcription du dialogue, puis à l'écrit. Eh bien, ça non plus, ça n'est pas du tout une stratégie que l'on utilise dans nos cours d'intercompréhension parce que l'écrit est plus facile, l'écrit est stable et donc il est beaucoup plus facile à comprendre et donc en général on part de l'écrit. Quand j'ai un texte écrit, je peux revenir en arrière. Je peux aller en avant, revenir en arrière, m'arrêter, sauter des mots. Et cette liberté que j'ai à l'intérieur du texte, hein, de déplacement à l'intérieur du texte, me permet d'aborder des textes compliqués dès le départ. Si vous avez une méthode d'enseignement normale, comme on les connaît tous, hein, dans les leçons 1, la première leçon, on va avoir je m'appelle, je suis, j'ai, et c'est tout. Alors que là, dans les premières leçons d'intercompréhension, l'apprenant est plongé dans un texte complexe. Il ne comprend pas tout, il saute des passages, l'écrit est plus facile, et donc on va aller d'abord sur l'écrit, puis vers l'oral. Hein. Et puis, donc ça c'est assez différent d'une méthode
traditionnelle. Donc, pas d'oral et l'écrit, mais c'est l'inverse, l'écrit puis l'oral. En général, on associe quand même l'oral à l'écrit, c'est-à-dire qu'on fait entendre, parce que l'oral, sur le texte écrit qu'ils sont en train de lire, de façon à fixer le rapport phonographie. Hein. Mais je ne pars pas, comme dans une méthode traditionnelle d'enseignement, d'un petit dialogue que j'écoute. Hein. Je peux directement donner un article du Monde. Okay, il aura fallu que je le didactise un peu, que je l'enregistre pour qu'on puisse, ou que je le lise devant mes élèves pour qu'ils l'écoutent en même temps qu'ils le voient. Mais je pars déjà avec des textes beaucoup plus compliqués. Alors, il y a donc une nouvelle progression qui fait qu'on va se jeter avec l'intercompréhension, donc, on n'a pas du tout la même progression que l'on a dans l'enseignement normal des langues. D'accord? Je peux plonger comme ce garçon-là tout de suite dans la mer. Je peux plonger dans de l'inconnu complexe. Je peux commencer avec des textes de niveau B1, par exemple. Mais au début, je ne comprends pas tout. Et après, j'arrive à mieux comprendre. Alors, si on regarde la diapositive suivante et que on regarde ici, par exemple, j'ai observé que le mot cappello signifie, vous l'avez dessiné ici, le mot en italien cappello signifie chapeau. Et puis je sais que le mot castello signifie château. D'accord? Alors je me dis, que veut dire en italien le mot cammello? Je vous laisse exactement 2 secondes pour le trouver. Hein? 2 secondes pour le trouver et vous avez la réponse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait là? On a observé ce que l'on appelle des règles de passage, hein, d'une langue à l'autre. Si bien que on peut conclure que K en italien, ça correspond à che en français et que L, ça correspond à O en français. On a donc trouvé des règles de passage. On les trouve en lisant, en devinant, etc. Mais une fois qu'on a trouvé un exemple, 2 exemples, on a ensuite tout un ensemble qui devient transparent tout d'un coup. Hein? Et ça, c'est une grosse force en intercompréhension. On n'a pas besoin d'enseigner tous les mots. On enseigne à deviner, si vous voulez, et à observer des règles de passage. Alors ici, je vais plutôt me mettre en présentation, mais du coup ça m'a perturbé cette histoire et donc voilà. Par exemple, on va deviner, hein, si moi je vous dis en italien mangio una mela, ok, le mot mela, c'est difficile à deviner, d'accord? Mais tout de même, je vais pouvoir deviner des choses dans ma phrase parce que j'ai mangio. Mangio, c'est transparent, je le vois. Et donc, je vais deviner que les mots qui suivent, c'est quelque chose qui se mange. D'accord? Et donc, le mot, c'est le mot pomme. Peu importe, je vais le donner ce mot. Il faudra l'enseigner. Mais si j'ai une compréhension globale, je peux quand même comprendre quelque chose. Je sais que celui qui parle dit qu'il mange quelque chose. D'accord? Et donc, je vais exclure toute une partie du vocabulaire qui ne pourrait pas aller avec manjo. C'est ce que l'on appelle les collocations. Et donc, on va utiliser cette stratégie. Alors, je vous mets au défi de trouver ce que peut signifier ce mot roumain, trandafir. Alors là, par contre, c'est un mot qui est complètement opaque. Quand un mot est proche, comme manjo, on dit qu'il est transparent. Mais là, n'était pas transparent
par rapport à pomme. D'accord? C'est deux mots qui sont différents. Mais vous avez vu que j'ai pu comprendre le mot mais là, en sélectionnant un certain nombre de traits sémantiques. C'était quelque chose qui se mangeait. Ici, j'ai le mot trandafir. On comprend rien du tout. C'est ce que l'on appelle un mot opaque. Si je vous donne le dessin, donc c'était pris dans le Petit Prince, si je vous donne le dessin, peut-être que ça va vous aider. Mais quand on fait ce genre d'activité en intercompréhension, eh bien, c'est peut-être ça qui va m'aider davantage. Qu'est-ce qu'on fait en intercompréhension? On va mettre en relation les mots de tout le bouquet de langues qui appartiennent à la même famille. Donc ici, si je donne comme aide, si la personne n'a pas pu deviner le mot trandafir à partir du contexte, je vais lui donner une aide et je lui donne un tableau, d'accord? À partir de ce tableau, par exemple ici, on voit très très bien que dans la plupart des langues romanes, y compris le vénitien, le catalan, le mot est transparent. Le mot roumain qui ne l'est pas, par contre, lui, il va falloir l'apprendre. Mais vous comprenez que l'effort cognitif pour apprendre les mots est beaucoup moindre, parce que chaque fois qu'il y aura des mots transparents, je vais les redeviner. Tandis que quand il y a un mot opaque, je vais essayer de le deviner par le contexte, et puis après, je ferai l'effort d'apprendre ce mot opaque. Mais du coup, je libère un grand potentiel cognitif. Et c'est ce potentiel cognitif que je vais pouvoir mettre au service du plurilinguisme. Alors, si je vous donne le mot italien pecora, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, le mot pecora? Je vous donne d'autres mots pour y arriver. Des mots qui apparemment se ressemblent, comme vous le voyez en portugais, en catalan, en roumain et en latin. Donc ces quatre langues-là, on voit bien que ça vient de la même origine. Mais ça m'aide pas du tout pour comprendre le mot pecora, parce que le mot pecora que vous voyez ici, pecora en italien, correspond au mot mouton. Et le mot mouton n'est pas non plus proche des autres. Donc, sur cette réalité, vous voyez que nous avons des mots qui ont des origines étymologiques différentes. Mais si je travaille avec mon panel de langues, d'accord, il suffit que pour aller comprendre le sens du mot que je ne comprends pas et que j'ai donné cette aide plurilingue, les autres langues vont pouvoir m'aider pour deviner le sens. Donc, dans cette méthodologie, il y a toujours, comment dire, un peu de guessing games. On saute d'une langue à l'autre. Parfois, ça va être le catalan qui va m'aider, parfois le portugais, parfois c'est le français. Ça va dépendre des mots. Mais on a une agilité mentale qui nous fait passer d'une langue à l'autre et qui nous permet de travailler sur la compréhension. Alors ici, je vous ai mis le début du Petit Prince. Je ne vais pas le lire, je vais vous laisser une petite minute pour le lire. Donc, vous avez déjà la traduction en haut le titre du livre. Et déjà, ne serait-ce que regarder ce tableau nous permet de déduire un certain nombre de règles de fonctionnement des langues. On n'a pas eu besoin de les enseigner. On le voit. Par exemple, on comprend immédiatement que le, elle, au, il, elle, c'est l'article. Alors on se dit, mais où il est l'article en roumain? C'est bizarre, il y est chez les autres et où il est en roumain? Et tout d'un coup, on va peut-être se demander si ce petit oul qui est à la fin ne serait pas l'article. Et puis, on confirmera notre hypothèse. On travaille aussi beaucoup avec la construction d'hypothèses. Et quand on est en classe avec les élèves, ce travail de construction des hypothèses est un travail collectif. Donc, il y en a un qui dit « Ah, ça pourrait être ça » et l'autre dit « Ah ben non, moi je pense que ça pourrait être ça ». Et ce jeu de devinette, ce jeu collaboratif fonctionne particulièrement bien en classe.
Alors, vous avez toujours ici, je vous laisse donc regarder c'est le tout début, hein, c'est le tout début. Donc, je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. Et si vous regardez l'espagnol, le portugais, l'italien, le catalan et le roumain, il y a énormément de mots qui sont les mêmes, que l'on retrouve. Alors, par exemple, si je vous pose une question, vous regardez ce tableau, et puis je vous demande, quelles sont les deux langues où le sujet du verbe est clairement exprimé? Quelles sont les deux langues où le sujet du verbe est un morphème, est un mot qui est clairement exprimé? Alors je regarde, je demande, pido, domando, demano, hein, et ben, est-ce que ça va être le français et le roumain? Je peux aussi regarder, par exemple, ce mot ici, qui est en roumain, le mot mare, qui semble ressembler au mot mare italien qui veut dire la mer. Est-ce que ce mot veut dire la mer? Est-ce qu'il veut dire la mare? Ou est-ce qu'il veut dire grand? Et là, pour pouvoir répondre, vous voyez, dans ce tableau, je vais sauter d'une langue à l'autre. Et si bien que je vais apprendre le sens de ce mot mare à partir des autres langues. Le passage d'une langue à l'autre en intercompréhension est vraiment fondamental. On passe à la diapo suivante. Alors là, je vous ai montré un petit exemple. C'était d'ailleurs un spectacle qu'on avait monté à Venise sur Le Petit Prince, un vrai spectacle où on lisait Le Petit Prince dans plusieurs langues romanes, enfin des extraits, et c'était relié par des résumés. Et le public, qui était un public jeune, hein, c'était un public de lycéens, ils ont tout compris. On projetait derrière le texte dans une autre langue et il n'y a pas eu de problème de compréhension. Si bien que c'est quand même assez puissant. Alors, la méthodologie, les méthodologies à Eurom, donc Eurom 4 et Eurom 5, ça a été un des premiers projets financés par l'Europe, hein, Eurom 5, et uniquement pour les langues romanes. Ce projet, il a sélectionné un certain nombre de textes, évidemment avec des critères. Hein. Il faut que ce soit des textes où le poids culturel ne soit pas trop fort. Enfin, même qu'au départ, il ne doit pas exister. Donc, il cherche des thématiques qui soient vraiment des thématiques transversales. Hein. On donne à un apprenant qui n'a jamais rien fait, ni en italien, ni en français, etc., déjà des textes de niveau B1. Puis, on essaie de comprendre phrase par phrase, on fait des hypothèses sur le sens, on devine, on se demande, on saute, et on utilise la technique du mot vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on applique cette méthodologie sur un texte, donc dans une langue inconnue, mais proche, on leur dit, vous pouvez sauter ce que vous ne comprenez pas. Et si vous ne comprenez pas, vous pouvez le remplacer par un mot vide comme chose. Alors, si vous vous rendez compte que c'est peut-être un verbe, vous dites choser, par exemple. Sinon, vous laissez chose. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est comme ce dont je vous parlais tout à l'heure. Quand il y a du bruit dans votre langue maternelle, vous êtes capable de restituer le mot que vous n'avez pas entendu parce que l'avion est passé. Eh bien, ici, dans une langue inconnue, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, il y a beaucoup de choses que vous comprenez spontanément. Eh bien, là, le mot que vous ne comprenez pas, vous pouvez le restituer par rapport au contexte. Et la technique du mot vide vous permet de mettre en œuvre cette stratégie. Et donc, on continue, même si on ne comprend pas tout. Puis après, on revient en arrière. Et très souvent, ce qu'on découvre, parce que au niveau de la recherche, on a enregistré
le discours intérieur de l'apprenant quand il fait ce genre de travail. Et on se rend compte qu'il revient en arrière, qu'il dit « Ah, mais alors ça doit vouloir dire ça, puisque un peu plus loin, j'ai trouvé ça. » Et il formalise, hein, il verbalise, pardon, ce qu'il pense, ce qui nous aide à comprendre les stratégies. Et lorsqu'on est en classe et qu'on a donc un groupe, l'enseignant, en fait, c'est pas lui qui enseigne, c'est pas lui. D'ailleurs, c'est difficile. Moi-même, je ne parle pas le roumain, donc je ne peux pas enseigner le roumain. Je ne suis qu'un catalyseur. L'enseignant n'est qu'un catalyseur. Il va stimuler, aider les apprenants à deviner, à formuler des hypothèses, et ensemble, en classe, on va pouvoir les confronter. Et ça marche, ça donne des classes assez dynamiques. Et puis, on peut donner des outils multilingues, du genre de le tableau que je vous ai montré tout à l'heure pour la Trandafir, hein, pour la rose. Quand on trouve plus, on peut cliquer sur un mot, par exemple dans la méthode Rome, la version en ligne, c'est ce qui se passe, on va cliquer sur un mot, un tableau va s'ouvrir où je vais avoir les différentes solutions dans les différentes langues romanes. Et je peux accéder au sens donc à travers les autres langues. Alors, tout de suite, je voudrais vous mettre un petit peu au travail. Alors, je sais que vous êtes tous tout seuls devant votre écran. Moi aussi, j'aimerais mieux interagir. Mais voilà une nouvelle que j'ai trouvée hier en italien. Donc, je pense que vous êtes tous spécialistes de français. Hein. Nous avons le français comme langue commune. Peut-être certains d'entre vous connaissent déjà l'italien. Donc, ce sera moins significatif pour eux. Mais pour les autres, je vous laisse un petit peu de temps pour essayer de lire ce texte et de voir ce qu'il pourrait vouloir dire en français. Donc, prenez le temps de le lire. Évidemment, vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas l'italien, vous ne pouvez pas l'oraliser. Alors, même si j'ai encore un petit accent français en italien, même si j'y habite depuis fort longtemps, je vais vous le lire. Quindi, 5 maggio 2021, a 200 anni dalla morte di Napoleone Bonaparte, imperatore francese e grande conquistatore d'Europa, che il 5 maggio 1821 moriva in esilio all'isola di Sant'Elena, è il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, a celebrare l'anniversario con un discorso sull'eredità lasciata dall'imperatore, personaggio al tempo stesso ammirato et controverso della storia di Francia. Ça, c'est un document authentique hein, que j'ai pris sur News, hein, donc sur la télévision italienne. Comme vous pouvez le voir, donc, il me semble que la compréhension de ce texte, même si vous n'avez jamais fait d'italien, est relativement simple. Vous allez, par exemple, tout de suite vous focaliser sur les noms propres. Donc, Napoléone Bonaparte, c'est quand même pas très difficile. Donc, Napoléon Bonaparte, à partir du moment où vous avez ce mot-là, s'active dans votre tête toute une série de connaissances que vous avez déjà et qui ne demandent qu'à être exploitées. Par exemple, tout le monde sait que Napoléon a été empereur. Et donc, si je sais qu'il a été empereur, le mot qui suit imperatore en italien est quand même très proche de empereur. Hein? Il est très proche. Et donc, je vais pouvoir deviner que ce mot imperatore signifie empereur. Le mot francese, alors, tout le monde sait qu'il était français, et donc la première syllabe en intercompréhension est toujours très importante, parce que les premières syllabes des mots, et ça c'est régulier en psycholinguistique, ouvrent dans notre tête une sorte de trésor de mots qui commencent par la même syllabe. Hein. Et ensuite, la compréhension fonctionne
en éliminant les mots qui n'ont rien à voir. Donc si moi je lis francese, il est sûr que le début, la première syllabe, et je sais que je parle de Napoléon, ça ressemble à franc. Et donc, ce n'est pas du tout difficile de francese, de passer à français. Grande, c'est complètement transparent, même peu importe qu'en français ici, grande serait un féminin, mais ça n'a pas d'importance. En français, on aurait grand, mais je sais que je parle de Napoléon, donc ça ne me gêne pas. Le problème morphologique ici ne me gêne pas pour accéder au sens. Conquistatore d'Europa. Avec conquistatore, d'abord, on connaît tous un peu l'espagnol, les conquistadors, qui fait partie du bagage culturel. Conquistatore, c'est le mot italien. Vous avez derrière le mot conquérir, le mot conquête. Hein, et puis tout le monde connaît, là on va s'appuyer sur la connaissance du monde. Tout le monde sait que Napoléon a conquis l'Europe. Ensuite, qu'il est mort en exil à l'île de Santa Elena, d'accord? Donc, vous voyez que dans cette première partie du texte, il y a très peu de mots qui ne seraient pas transparents. Peut-être le mot maggio, mais le mot maggio, il est entre deux chiffres. Il commence par ma. C'est pas très difficile de trouver le mot, le mois français qui commence par les mêmes lettres. Hein. Donc tout ça, ce sont des stratégies que l'on met en acte au moment de la compréhension. Ensuite, donc, est il Presidente della Repubblica Francese, c'est donc complètement transparent, d'autant plus transparent que vous avez le mot Emmanuel Macron. Hein, donc là, c'est la connaissance du monde qui nous permet de comprendre et qui va me permettre de comprendre éventuellement le mot francese. Bien sûr, la première syllabe est toujours là, fran, qui ressemble à français. La désinence est différente, mais au bout d'un moment, on ne le voit plus ça, parce que le sens passe devant. Hein. Et donc, le président, c'est le président de la République française qui va célébrer l'anniversaire. Con, alors con, c'est assez... c'est le mot cum en latin, mais qu'on retrouve assez fréquemment. Si je ne le comprends pas, je saute. Donc, et j'ai discours sur l'hérédité. Alors, la charte, ça, c'est un peu plus compliqué parce que ça se comprend moins à partir de l'orthographe ou de la prononciation, la charte. Mais le mot hérédité, je le comprends. Le mot imperatore, je le comprends. Et donc, de là, je peux deviner. Quand on comprend pas, on met la technique du mot vide. On va dire sull'eredità, oppure cosa, dell'imperatore, de l'empereur, personnage, tempo, je comprends, le temps, stesso, c'est complètement opaque, je ne vais pas comprendre, mais c'est un personnage qui admiré et controversé dans l'histoire de France. Donc, s'il est à la fois admiré et controversé, al tempo stesso, tempo, je le comprends, c'est temps, et donc je vais me dire, ah oui, ça veut dire en même temps. Ça, c'est un petit peu la technique que l'on utilise donc avec les élèves. Donc, c'est une technique qui est complètement différente de l'apprentissage des langues auquel on est habitué, où on procède d'une unité didactique à une autre, on procède en rajoutant des petits éléments. Donc au départ, j'apprends le présent du verbe être, le présent du verbe avoir et deux pronoms, puis la leçon suivante, je rajouterai d'autres pronoms, je rajouterai un petit mot, et ma progression est lente et toujours bien calculée. Quand je suis ici en intercompréhension, c'est pas du tout la même chose, et on est plongé dans un texte complexe dès le départ. Ça c'est un texte de niveau B1, hein, tout de suite. On est plongé dans un texte complexe et on devine, on patauge, on fait des hypothèses. Donc c'est une méthode qui exige de la vivre sous une forme de jeu. Et si on est en classe, sous une forme collaborative. Et donc chacun imagine, fait des hypothèses.
Et en général, ce qu'on obtient, c'est que quand le résultat est arrivé, les gens sont très contents, ils sont très fiers d'eux. Et cette fierté d'avoir pu deviner quelque chose qui est juste est un moteur énorme de l'apprentissage, puisque vous savez bien que la motivation, le plaisir est un des ressorts pour fixer les apprentissages. Donc, voilà. Donc, ici, quels sont mes objectifs? Ici, je vous ai mis une diapositive en espagnol qui va me permettre de résumer l'ensemble. Donc, l'intercompréhension, c'est promouvoir une forme de communication plurilingue qui va intégrer différents répertoires linguistiques et qui n'exige pas de tout comprendre et qui n'exige pas une progression régulière. Donc, on va valoriser tout ce qu'on sait, le contexte, on va valoriser la sensibilité vers le plurilinguisme, vers le pluriculturel, et on va susciter le désir de découvrir d'autres langues. Alors, l'intercompréhension peut aussi marcher vers une seule langue cible. Je pense que vous êtes tous des professeurs de français. Jusqu'à présent, en Europe, tous les projets qui ont été financés par l'Europe étaient des projets qui étaient plurilingues. C'est-à-dire que le but, c'était vraiment de promouvoir l'apprentissage de plusieurs langues à la fois, de façon à ce que chacun puisse s'exprimer dans sa propre langue. Et ensuite, on a donc des communications qui sont plurilingues. Et puis, ça permet également de pouvoir lire un journal dans une autre langue. Et on n'y serait jamais allé spontanément, parce que ça, c'est un des résultats que l'on obtient dans tous les cours d'intercompréhension, c'est la motivation. La motivation est extrêmement forte parce que les gens, dans ce jeu de devinettes que l'on a vu, les gens en général se disent « Ah là là, mais j'aurais jamais cru être capable de faire tout ça ». Et ce jeu de passer d'une langue à l'autre est extrêmement stimulant. Mais comme vous êtes un public, j'imagine, de gens de français, de professeurs de français ou de personnes intéressées à l'apprentissage de la langue française, il est aussi possible d'utiliser cette méthodologie qui est donc bien différente des méthodologies communicatives que nous avons actuellement dans toutes les méthodes, où j'ai une unité, c'est celle qui est représentée ici, vous voyez, j'ai une unité didactique avec une phase d'introduction du thème et puis des séquences qui correspondent à des unités d'acquisition. Je sais pas, je vais me focaliser sur le présent du verbe faire et puis je vais introduire les pronoms personnels compléments. Vous voyez, il y a des objectifs linguistiques qui sont définis à l'intérieur de chaque unité. Et puis ensuite, une fois que on a présenté nos objectifs d'apprentissage, qu'on les a fait exercer, qu'on les a systématisés, qu'on a expliqué la grammaire, il y a la phase de vérification et d'évaluation, puis on peut faire des activités supplémentaires. Ça c'est la méthodologie traditionnelle. Mais si je veux utiliser la même méthodologie que l'intercompréhension, c'est-à-dire me plonger tout de suite dans quelque chose de plus difficile, je peux le faire. Ça n'existe pas encore, vraiment. C'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place, c'est-à-dire de bouleverser l'ordre des unités. Comme vous le voyez, la progression traditionnelle, c'est d'abord je pars de la 1, puis la 2, puis le B1, puis le B2, mais avec toutes les compétences en même temps. Et je me dis, même si je veux enseigner le français, en utilisant l'intercompréhension, je pourrais d'abord, dans un premier temps, essayer d'utiliser toutes les techniques dont
dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, les techniques de deviner, les techniques de me plonger directement dans la difficulté, dans l'inconnu. Hein. Je vais commencer par ça, et mon présupposé, que j'aimerais beaucoup pouvoir démontrer dans un projet européen qu'il va falloir montrer, mon présupposé, c'est qu'au moment où je vais passer à la production, je pourrai avoir une rapidité d'acquisition plus grande. Évidemment, ça, c'est mon hypothèse. C'est mon hypothèse de recherche, mais je ne suis pas la seule à le dire. Hein. Donc, par exemple, l'écrit est quand on a une méthode traditionnelle, vous le savez, on commence toujours par l'oral. On écoute d'abord et puis après on voit l'écrit. Et là, on peut partir de l'écrit en mettant l'oral. Hein. Pour la production, par contre, il faudra quand même aller écrit et oral en même temps. Mais je peux très bien avoir une première phase dans mon apprentissage qui serait uniquement de me laisser envahir par la langue le plus possible en développant toutes les stratégies pour comprendre. Hein. En plus, un des avantages, c'est que je peux obtenir des genres de textes plus authentiques. Vous avez vu qu'en intercompréhension, on part toujours de textes qui existent. On n'a pas un document, un faux petit dialogue qui a été construit exprès pour l'unité didactique, pour l'ensemble hein, de mon module d'enseignement, où j'ai construit mon dialogue de départ, parce que dans mon dialogue de départ, il faut qu'il contienne les règles de grammaire qu'ensuite je vais devoir expliquer. Non, je peux partir de documents authentiques. Hein. Et puis, la médiation, qui est une des compétences que le cadre européen a revalorisé récemment hein, dans sa mouture. La médiation, ça veut dire passer à travers une langue et à travers une autre pour stimuler au maximum la compréhension. Hein. Et donc, une autre chose, c'est que dans les modèles traditionnels d'unité didactique que l'on a dans nos livres d'apprentissage d'une seule langue, la réflexion grammaticale, par exemple, la réflexion linguistique, elle n'est pas toujours là. Or, quand on travaille en intercompréhension, ce qu'on observe, c'est que sans faire une leçon, sans mettre des mots compliqués, les gens tout seuls, absolument tout seuls, se mettent à faire de la métalinguistique et se mettent à raisonner et à dire « Ah, mais oui, mais alors ça pourrait être comme ceci, etc. » Et donc, cette réflexion sur la langue est un potentiel extrêmement fort, surtout sur sa propre langue. Ce que l'on observe très très souvent, c'est que dans l'effort qui est fait pour essayer de comprendre une autre langue proche, les gens réfléchissent sur des points de leur propre langue auxquels ils n'avaient jamais prêté attention. D'accord ? Et donc, c'est une réflexion assez forte qui nourrit tout le parcours pédagogique. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, il n'y a pas encore d'études. L'intercompréhension a surtout été, expérimentée sur des publics adultes, jeunes adultes, étudiants, et beaucoup moins sur des publics d'adolescents. Moi-même, j'ai fait des recherches de compréhension spontanée, de mots inconnus, et j'avais un groupe d'adultes et un groupe d'adolescents. Je leur lisais des mots en français, c'était des italophones, et immédiatement ils devaient écrire le mot italien correspondant qu'ils associaient. Il est sûr que les adultes ont eu de meilleurs résultats que les adolescents, parce que probablement les adultes ont un bagage cognitif et un bagage culturel et la capacité de faire des liens qui est un peu plus grand. Ben, pour une fois, on peut être content de vieillir, puisque en vieillissant, n'est-ce pas, on a également des compétences en plus. Donc, ici, si vous voulez, vous avez un petit modèle pour une nouvelle approche donc
qui serait vers une seule langue cible, par exemple le français, mais en utilisant les techniques de l'intercompréhension, il y aurait deux temps différents. Dans un premier temps, on pourrait se focaliser sur la réception uniquement, et dans un deuxième temps, c'est-à-dire la compréhension écrite, c'est écrit en italien, hein, comprensione scritta, comprensione orale, par exemple un petit module, hein, donc ce sont des séquences d'acquisition, de compréhension écrite et de compréhension orale. On se focalise uniquement sur la compréhension, et dans un deuxième temps, on rajoute la production écrite, produzione scritta, produzione orale. Donc on rajoute des éléments qui permettent d'aller vers la production. La motivation qui ouvre toujours notre unité didactique, hein, il y a toujours une phase de motivation, ça c'est la réflexion, la phase où je me pose et j'essaye de faire le bilan de ce que j'ai appris, et puis la phase de vérification. Donc ça c'est un modèle qui est différent du modèle communicatif, en ce sens qu'il va dissocier les compétences et il va mettre en avant les compétences réceptives qui, je le répète, ce sont des compétences actives, même si elles sont réceptives. Mon hypothèse, c'est que du moins dans les groupes de langue qui correspondent à mes étudiants à moi, c'est-à-dire des étudiants de langue romane vers les langues romanes, ça devrait accélérer l'apprentissage, mais c'est encore à démontrer. Votre cas, vous, est un petit peu différent, parce que, imaginons que vous alliez vers les langues romanes, vous ne pourriez le faire qu'à travers une langue de référence qui est déjà une langue d'apprentissage. Hein, mais ça n'est pas du tout impossible, simplement que les temps vont être un peu plus comment dire, dilués. C'est normal, c'est absolument normal. Ça a été par exemple une des difficultés personnelles qu'on a eues dans des cours qu'on a mis en place au Centre de langue de l'Université de Venise. Il y avait eu 2 jeunes chinoises qui étaient à l'université et qui ont donc voulu suivre les cours d'intercompréhension en langue romane. Et dès la 2e leçon, elles étaient larguées parce que c'est normal, les italophones vers le français, l'espagnol, le portugais ou le roumain allaient beaucoup plus vite. Donc c'était pas possible d'avoir un public non homogène de ce point de vue-là. Hein, mais une fois qu'on sait bien faire nos groupes, par exemple, il y a des expériences qui sont en train d'être montées à l'université de Long Beach en Californie, où le présupposé a été que pour leur enseigner l'italien et le français, eh bien, ils ont séparé les groupes d'hispanophones, parce qu'en Californie, il y en a énormément, et les groupes d'anglophones, pour voir si il y avait une rapidité différente d'apprentissage des langues inconnues, mais de la même famille, chez les hispanophones et chez les anglophones. À noter, n'empêche que l'anglais est aussi une langue qui a une grande partie de son vocabulaire qui est d'origine latine, et que donc par conséquent, il est tout à fait possible de mettre en place également, en utilisant l'anglais comme langue pont, de mettre en place des activités avec l'anglais vers les langues romanes. Alors ici, vous avez un certain nombre d'outils. Eurocom Rome, ça avait été fait justement par des Allemands, et c'est un peu votre situation à vous, c'est-à-dire que leur public, leurs apprenants étaient allemands vers les langues romanes en utilisant une langue pont qui était une langue qu'ils étaient en train d'apprendre, donc ça pouvait être soit le français, soit l'italien, vers les autres langues. Eurom 5, par contre, c'est la méthodologie dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une méthode qui a un volume et qui est centrée uniquement sur les langues romanes, dont le catalan, et qui travaille avec essentiellement sur l'écrit. You and I, c'était un projet qui, malheureusement, je crois, à cause des difficultés, à cause de l'évolution technologique qui est trop rapide, je ne sais pas si on peut encore y avoir accès, mais vous pouvez essayer
sur Internet. C'est la même chose avec Itinéraire roman, qui était pour les enfants, qui était absolument magnifique. Et l'accès était libre. Et vous pouvez encore essayer, mais s'ils l'ont encore laissé, mais Itinéraire roman avait été fait par l'Union latine et l'Union latine n'existe pas. Euromania, c'est un manuel pour l'école primaire, par exemple, pour les enfants, et ça, il faut acquérir le manuel. Et puis, ça, c'était des outils pour apprendre à lire, et puis il y avait des outils pour apprendre à communiquer en interaction, et je vous recommande le programme Myriadi que vous pouvez trouver en ligne, parce que Myriadi organise des sessions de formation avec des groupes d'apprenants qui sont dans des pays différents. Et donc, si vous avez envie, avec vos groupes d'apprenants, il faut qu'évidemment, ils connaissent une des langues romanes, parce que sinon, j'ai pas de langue pont, mais ils peuvent très bien faire partie d'une session de travail et communiquer, apprendre à communiquer avec des jeunes un peu partout dans le monde à travers les langues romanes. Là, dans Galanet puis Myriadi, c'est une plateforme d'interaction collaborative avec un projet collaboratif et chacun s'exprime dans sa langue. Donc, si vous avez des étudiants qui ne sont pas en langue romane, il faudra qu'ils utilisent une langue pont pour pouvoir se faire comprendre. En tout cas, je suis disponible pour pour répondre à toutes vos questions. Toujours 1 heure, c'est pas beaucoup de temps, mais j'espère au moins vous avoir donné une idée générale de ce que l'on peut faire et comment on peut approcher d'autres langues et que vous pourriez mettre en application soit vers le groupe des langues romanes dont le français fait partie, soit dans d'autres familles de langues. Alors, j'interromps le partage et je demande à Anne-Laure donc Voilà. de prendre la main. Merci beaucoup, Marie-Christine, pour la présentation qui était que j'ai trouvé vraiment très intéressante et qui en même temps donnait des outils concrets pour les pratiques de classe. Alors, il y avait une question qui arrivait tout à l'heure au moment où vous parliez, vous présentiez l'exemple du texte sur Napoléon. Et la question était justement de savoir, la personne disait que, ok, elle voyait bien comment ça pouvait marcher entre 2 langues proches, mais comment faire quand on a effectivement une langue un peu opaque. Alors, je suppose que la question est effectivement, évidemment, quand on part du finnois pour apprendre le français, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de points de repère. Dans l'autre sens, c'est vrai, je tiens à le préciser. Quand on essaye d'apprendre le finnois à partir du français, c'est pas très facile parce qu'on n'a aucun point de repère, parce qu'en effet, c'est pas les mêmes familles de langues. Cela étant dit, peut-être que on peut dire un petit mot. Enfin, je fais un petit commentaire, puis après je laisse la parole parce que vous aurez plus d'expérience que moi. Mais d'expérience, je sais que j'ai beaucoup utilisé en classe. J'avais des étudiants qui venaient de partout, mais qui parlaient tous très bien anglais. Et quand on a un public qui parle bien anglais, en fait, l'intercompréhension, ça marche assez bien parce qu'il y a quand même une grande partie, notamment du lexique en anglais, qui en fait vient du latin et qui permet donc ces jeux de transparence. Mais peut-être que vous aurez d'autres réponses aussi à apporter. Non, c'est tout à fait vrai. Donc, il est sûr que si la langue est complètement différente, c'est pas possible. C'est juste une méthodologie qui ne peut pas marcher. Donc là, il faut utiliser les techniques que l'on connaît bien, communicatives. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut marcher que si la personne possède dans son répertoire linguistique une langue, donc des informations dans sa tête qui va lui permettre de repérer rapidement les similitudes. Donc, à partir de l'anglais, c'est tout à fait vrai. Il y a une grande partie du lexique anglais. D'ailleurs, ça n'est pas le lexique quotidien, c'est le lexique plus soutenu. Et donc, ça correspond mieux presque à des niveaux B1 ou B2, à l'exclusion de la littérature, bien sûr, hein, mais sur des articles de journaux, ça peut davantage marcher. Donc, l'anglais, effectivement, peut être utilisé comme langue pont, éventuellement. Mais il faut toujours qu'il y ait une langue pont entre l'apprenant
et les langues inconnues auxquelles on est confronté. Voilà, et donc c'est ce que dit Catherine, que je salue d'ailleurs. Bonjour Catherine. Lycée fonctionne aussi avec l'anglais pour les langues romanes, bien sûr, absolument. Et c'est vrai qu'en même temps, enfin, pour avoir expérimenté beaucoup ça avec mes classes, de les avoir mis face à des documents authentiques, voilà, comme vous disiez, d'un niveau en fait immédiatement difficile, enfin a priori immédiatement d'un niveau élevé. C'est vrai que ça déclenche en fait exactement les attitudes que vous décriviez, qui sont des attitudes d'apprenants très différents et qui sont des attitudes justement qui font plus appel à l'intuition, à l'imagination, au désir d'hypothèse, à être un peu comme un détective. Et ça aussi, vous l'avez bien mis en avant, je trouve, dans votre présentation. Et c'est quelque chose, je trouve, que cette méthode a la particularité de stimuler une manière, une attitude d'apprentissage un peu particulier. Ah oui, complètement. Disons que ça enlève les barrières et les peurs que l'on peut avoir. Ça, c'est peut-être le premier résultat que l'on obtient. Et par exemple, il y a à Paris, je sais qu'il y avait une association qui expérimentait l'intercompréhension dans les cafés, mais avec des personnes même d'un certain âge, qui avaient été formées au lycée il y a très longtemps avec des méthodes d'apprentissage beaucoup trop rigoureuses, et tout d'un coup, qu'elles se trouvaient libérées et ils obtenaient vraiment beaucoup de très bons résultats. Alors, attention, c'est pas avec l'intercompréhension que je vais apprendre une langue. Non, c'est que la compréhension. Mais je peux arriver à un degré de compréhension tel que la communication avec les gens qui parlent vite cette autre langue est possible. D'accord? Donc, ça reste des compétences partielles. Hein, ça ne remplace pas un apprentissage complet. Mais c'est une possibilité de renforcer la communication entre des gens qui parlent des langues différentes. Alors, je vois les profs de suédois, finlandais pourraient utiliser l'intercompréhension. Ben, bien sûr, oui. C'est même, puisque c'est même en observant les langues nordiques que l'idée est venue à la linguiste Claire-Blanche Benveniste d'appliquer la même chose pour les langues romanes. Parce que c'était moins évident. Les gens, ils pensaient pas qu'on pouvait se comprendre aussi facilement. Et donc, absolument, ils peuvent l'utiliser. Et Catherine qui dit, je pensais à Clorinda à Long Beach, qui a eu beaucoup de succès auprès de ses locuteurs anglophones. Mais oui, donc c'était à Clorinda. Donc quand je parlais de Long Beach, oui, où il divise. Au départ, il pensait effectivement que ce serait pour les hispanophones. Et puis en fait, il y a beaucoup d'anglophones qui ont voulu suivre les cours d'intercompréhension. Et c'est vrai que la vitesse d'acquisition, donc c'était des anglophones, la vitesse d'acquisition des langues romanes inconnues a été augmentée, ça c'est sûr. Que pensez-vous du système d'évaluation linéaire A1, A2, B2? Alors non. Alors, c'est pas possible d'utiliser ce système-là parce que, comme vous avez pu le remarquer, les mots qui se ressemblent le plus sont souvent des mots longs et des mots d'origine latine, mais qui ne sont pas des mots d'usage courant. Les mots d'usage courant, ce sont les mots que l'on a le plus rabotés, le plus usés. D'accord? Pour le mot eau en français, ça a la même racine que le mot, enfin, ça vient de aquam, que aqua ou agua, mais eau, mais impossible de comprendre le mot français eau à partir de aqua. Et pourtant, ça a la même origine. Les mots les plus communs ont subi le plus de modifications phonétiques. Et ce sont finalement ceux-là, les mots les plus courts et les plus communs, qui sont les plus difficiles. Plus un mot est complexe du point de vue de notre mentalité cognitive, je sais pas moi, un mot philosophique très long, en réalité, est plus simple à comprendre en intercompréhension. Donc, la progression A1, A2, B2, qui a été fondée sur une progression de survie, c'est-à-dire je veux
stimuler les voyages entre les gens en Europe. Et donc, il faut absolument qu'ils puissent manger, boire, se loger, se déplacer. Et donc, ce sont les besoins vitaux qui ont déterminé les mots qu'il fallait présenter d'abord pour pouvoir communiquer et survivre. Okay, et donc, les textes B2, ce sont des textes beaucoup plus compliqués au niveau cognitif, mais en réalité, en intercompréhension des langues romanes, ce sont des textes plus faciles parce que les mots sont plus transparents, parce que ce sont des mots qui ont été refaits plus tard sur le latin, très souvent. Ils n'ont pas subi l'érosion phonétique. Et donc c'est pas en intercompréhension, la progression A1, A2, B1, B2, elle marche pas de la même façon. C'est pour ça qu'il faut repenser, mais malheureusement, on n'a pas. C'est ce que j'aimerais vraiment faire, c'est ce que je vous ai présenté à la fin comme projet, c'est d'utiliser les techniques de l'intercompréhension dans le but d'apprendre également à produire, mais avec un rythme différent de celui A1, A2, B1, B2, avec un autre type de progression. Oui, et c'est vrai. Alors, Svante a ajouté que ce système linéaire, il est pourtant utilisé partout. Disons, c'est vrai que c'est pour des raisons de praticité, mais dans la réalité, c'est vrai qu'il correspond pas, en plus, je pense, au système à la réalité de l'apprentissage des langues, parce que, comme vous disiez, souvent, les mots qu'on apprend le plus vite, c'est souvent les mots qui ressemblent un peu à ceux qu'on connaît déjà et qui sont pas du tout les mots du quotidien. Donc, je pense que cette logique du système, il est aussi utilisé surtout dans les universités ou dans le système scolaire pour faciliter notamment la publication de manuels ou des choses de ce type qui sont aussi des enjeux, économiques, etc. et de praticité. Hein. Bien sûr qu'il y a des enjeux économiques. Alors, c'est vrai que ça fait plus de 20 ans que la recherche, mais moi, en plus je vieillis, plus je me dis que une innovation ne peut pas passer en 20 ans. Il faut vraiment du temps pour que les mentalités changent. Même la méthode communicative, elle a mis du temps avant de s'implanter. Elle nous semble absolument naturelle maintenant, mais ça date quand même tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, hein, les premiers frémissements. Donc, il faut toujours du temps pour que ça s'implante. Ensuite, il y a des raisons économiques. Je veux dire, dans un système scolaire qui est déjà implanté, avec un professeur d'anglais, un professeur de français, je parle pour la France ou pour l'Italie, souvent ils se font la guerre parce que il y a une question de poste. Arriver à changer les mentalités pour qu'ils puissent collaborer, ça reste encore au niveau expérimental. Et j'avais presque, mais il faut que je reparte à l'attaque, mais c'était dur. J'ai presque eu de la part du ministère italien la possibilité d'expérimenter cette méthode dans les lycées européens italiens. J'étais arrivée au dernier degré du ministre, paf, le gouvernement tombe, plus de ministre, plus de projet. Et donc, il faut toujours recommencer. Mais c'est vrai que c'est long et voilà, c'est long et c'est dommage. Mais moi, je perds pas espoir parce que, par exemple, avec Hachette, donc je suis en train de voir avec eux si on peut pas faire et je pense qu'ils sont assez d'accord, un petit manuel qui précède qui va présenter une entrée dans la langue différente, une entrée dans la langue française différente, évidemment ciblée pour ceux qui appartiennent aux langues romanes, dont fait partie le français. Mais je ne désespère pas, Catherine, c'est un dommage, è un peccato, mais je ne désespère pas. Je pense qu'il faut du temps, il faut du temps. Mais petit à petit, par exemple, je vais vous donner un autre exemple qui m'a fait plaisir, c'est que pour la première fois, c'est vraiment une université française, l'université de Pau, qui a contacté des spécialistes de l'intercompréhension, parce qu'avec les projets européens, ils ont monté un consortium d'universités de langue latine, et donc ils veulent absolument pouvoir communiquer entre eux. Donc c'était la première fois que la démarche, c'était pas moi qui proposait un cours, mais que c'était un cours qui était demandé par la base. Et on va monter ensemble un projet de master commun
où l'intercompréhension va être fondamentale pour pouvoir avoir la mobilité des étudiants. Donc, c'est par des petites choses comme ça qu'on va commencer à s'implanter. Et il faut que les professeurs se rendent compte que on peut imaginer des formations à l'intercompréhension où ils collaborent sans risquer pour leur propre poste, parce que c'est ça la peur. La peur des enseignants, du moins dans le secondaire, c'est de perdre leur poste. Je ne sais pas si ça vous arrive en Finlande, mais en français, par exemple, en Italie, le français est en perte de vitesse à cause de l'espagnol, qui est ressenti par les Italiens comme plus facile et plus drôle, plus neuf, alors que le français est une langue qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas vue, qui est vue comme une langue difficile. Et puis les Français sont pas particulièrement appréciés, bien qu'on soit très cousins par la base. Hein, on dit tout le temps qu'on est un peu arrogant. Donc je ne sais pas en Finlande quelle est l'image des Français, mais en Italie il y a toujours pas dans les milieux évidemment, pas dans les milieux intellectuels et très cultivés, mais disons dans l'ensemble de la population il y a un petit peu un préjugé. Et donc, au moment de choisir les langues, en ce moment, les jeunes vont tous vers l'espagnol. Voilà. Donc, où on perd carrément notre place, petit à petit, on va avoir une érosion totale, ou on accepte de collaborer et d'inventer des formes nouvelles. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on propose l'intercompréhension, très souvent, le choix des langues dans une famille, hein, quand le gamin a 13 ans et il faut qu'il décide quelle langue il va choisir pour la rentrée autour de la table avec les parents. Donc les copains, c'est important. La simplicité, la facilité, ce qu'on en raconte, c'est important. Et donc là, en ce moment, en Italie, le français perd de ce point de vue-là. Mais quand on arrive à proposer le français à l'intérieur d'un éventail d'autres langues, très souvent, eh bien, il y a des gens qui reviennent en arrière, ou il y a des gens qui découvrent le roumain tout d'un coup. Ils n'auraient jamais pensé faire du roumain, jamais. Et tout d'un coup, ils se disent, ah, mais finalement. Et donc, je pense que c'est quand même utile à développer. Alors, Oui. quelqu'un dit, je pense que le système linéaire est fautif, mais il est pourtant utilisé tout le temps. Bah oui, très respecté, etc. Bah oui, parce que changer des mentalités à ce niveau-là, ça, c'est plus que changer les mentalités. C'est changer les mentalités et ensuite changer un système qui est un vrai mastodonte. C'est lourd à évoluer. Donc, c'est vrai que c'est lent, c'est lent, c'est lent. Et ça, c'est un peu désespérant. Voilà. Mais Je me dis aussi qu'en tant que prof, ça nécessite de voir un peu les élèves différemment. C'est un peu ce que vous avez suggéré au fil de votre présentation, en fait, que la position du prof change dans cette perspective et complètement. qu'elle devient plutôt celle d'un accompagnateur. En fait, ça nécessite aussi de faire vraiment confiance à ses élèves. Et ça aussi, je pense que pour le coup, en fait, on peut tous le faire, mais ça nécessite un petit saut dans le vide qui peut faire un peu peur. Exactement. Et ça fait peur, alors à nous. Donc, c'est sûr que moi, je ne suis pas spécialiste de roumain. Donc, et forcément, je dois me préparer un peu en avance. Hein, donc, et je suis en insécurité linguistique, comme on dit. Donc, qu'un professeur se trouve en insécurité linguistique, c'est très désagréable à vivre. Et mais parce que le rôle, effectivement, est un autre. Le rôle est de susciter les hypothèses, le rôle est de susciter des stratégies afin de voilà, l'enseignant est un médiateur, dit Catherine, c'est tout à fait juste. L'enseignant n'est pas celui qui transfère un savoir qu'il ne possède pas sur toutes les langues de la même façon, mais c'est un catalyseur. Il va promouvoir, il va susciter. Et je me souviens qu'une fois, on avait fait un cours et quelqu'un ensuite s'est retiré du cours en disant ah mais la prof ne sait même pas le portugais. Donc c'est parce que le présupposé dans l'enseignement, c'est que l'enseignant détient le savoir. Mais là, c'est un autre positionnement et il faut bien que les élèves le comprennent. Mais quand ils le comprennent, tout d'un coup, eh bien, ils se sentent valorisés. Nous, on a une petite marche d'avance par rapport à eux parce qu'on a préparé, parce qu'on s'y connaît quand même un petit peu. On a une petite marche d'avance. Mais c'est comme on suscite,
on pousse les élèves, on les stimule, hein, on leur transmet pas un savoir. Ça, c'est la grosse différence. Mais c'est vrai que, et de leur côté, enfin, je trouve à chaque fois que, je pense aussi ça correspond à des formes d'intelligence, c'est-à-dire il y a des élèves qui auraient beaucoup de mal à apprendre, ou qui certains parfois sont très rétifs à justement cet apprentissage très graduel, etc. Et donc au contraire, la manière de penser est très réceptive au fait de susciter l'intuition. Donc ça favorise aussi ce type Voilà, d'intelligence. exactement. Exactement. Et alors là, on voit très très bien, donc avec le cours que j'ai fait à l'université de Pau, donc il y avait du personnel technique, c'était que des adultes, hein. Il n'y avait pas d'étudiants, c'était pour les enseignants et pour le personnel technique dans le but de ces projets européens. Et on voyait très très bien la différence entre les gens qui n'étaient pas dans le domaine des langues, hein, parce qu'il y avait des profs qui enseignaient, je sais plus, les maths, etc., et les profs de langue. Nous, les profs de langue, et moi la première, hein, j'ai eu du mal parce qu'on veut tout comprendre. On procède pas du tout on est trop analytique. On veut trop être parfait. Et justement, on doit apprendre à laisser au vestiaire notre désir de perfection et on doit accepter l'approximation au départ, de ne pas tout comprendre, parce que après c'est plus productif. Et j'ai eu des retours ensuite à la fin où des gens, des profs de langue disaient ah ben voilà, j'ai appris à faire ça et ils en étaient finalement assez satisfaits. Ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu leurs compétences préliminaires. Ça veut dire qu'ils ont eu une autre approche cognitive et ils étaient contents de l'avoir découverte. Hein, donc c'est vrai que c'est complètement différent et donc il y a une personne qui dit le système linéaire est fautif. Je ne dirais pas que le système linéaire est fautif. Il n'est pas fautif, il a d'autres ambitions. Donc si c'est une autre façon d'aborder les langues qui peut convenir à certains publics, mais pas à tout le monde. Donc, ça ne veut pas dire que les méthodes traditionnelles communicatives ou actionnelles, etc., soient fautives. Non, elles vont bien pour un certain public. Mais quand on parle des langues proches, etc., ou quand on possède déjà une langue qui peut servir de langue pont, on peut essayer autre chose et peut-être que ça ira plus vite. Vous voyez, l'intercompréhension ne va pas remplacer les méthodes traditionnelles, elle se met à côté. Elle peut potenziare, comme on dit en italien, elle peut redonner de la puissance. Elle peut, c'est comme de l'engrais, d'accord? Ça va stimuler. Mais ça ne remplace pas parce qu'il n'y a pas de production, je répète. Il n'y a que de la compréhension, pas de production. Donc forcément, si je veux connaître une langue pour aller vivre dans le pays où mes interlocuteurs ne sont pas capables de me comprendre dans ma langue, il est bien évident que je dois apprendre à la parler, d'accord? Mais si l'intercompréhension était développée, par exemple, au niveau universitaire, c'est vrai qu'on pourrait avoir une possibilité accrue de communication. Et ça, pour moi, la communication est fondamentale parce que ça permet de se connaître, tout simplement, et de constituer notre unité européenne. On s'est quand même battu beaucoup dans l'histoire. Donc, si on y pense, ça fait pas très longtemps qu'on est tous ensemble unis. Et je pense que ces stratégies linguistiques de compréhension des autres sont utiles au niveau philosophique, si je peux dire, comme ouverture mentale à la diversité, comme acceptation, etc. Et donc utile à la construction européenne. Et c'est vrai que on peut très bien, je pense, intégrer, bon là, vous parliez d'expérience ou de cours vraiment d'intercompréhension, mais on peut très bien intégrer dans un cours ou par moment, même si c'est pas toute la logique du cours, même si c'est ponctuel, on peut intégrer des moments qui relèvent de cette logique justement de l'intercompréhension et il n'est pas obligatoire que ce soit en continu en réalité. Ah non, absolument. Par exemple, les fameuses unités zéro, hein, dans les méthodes. C'est ça que j'aimerais pour les langues qui sont proches, que j'aimerais développer. C'est-à-dire rentrer dans la langue étrangère à travers l'intercompréhension avant d'arriver à bonjour, je m'appelle Jeanne.
hein. Surtout pour les adultes, parce que pour les adultes, il y a des formes de petits dialogues, des débuts d'unité qui sont un peu simplistes, vous voyez, alors qu'ils sont capables de lire un article de journal en 10 séances, quoi. En une semaine, ils peuvent lire un article de journal. Donc, c'est vrai que au niveau de la motivation, c'est intéressant. C'est intéressant à développer. Moi, je le verrais bien propédeutique à une méthode communicative qui ensuite peut retomber sur ses pieds parce que il faut bien que j'apprenne après à posséder les formes exactes, hein, que je me trompe pas entre mi, mais, entre les mots qui se ressemblent justement, hein. Donc, mais cette première partie qui donne confiance, à mon avis, enfin, j'ai vraiment envie d'essayer une vraie méthode d'apprentissage et de voir au bout d'un an quelqu'un qui a pris une méthode communicative normale et quelqu'un qui a suivi 3 mois d'immersion et ensuite est passé à la production, si j'arrive au même résultat, si c'est mieux. Mon hypothèse, c'est que c'est mieux, mais évidemment, tout est à démontrer, hein. Si c'est moins bien, je vous le dirai. Alors, je suis instituteur, pas prof de langue au départ. Je trouve une approche de l'apprentissage qui rend les lecteurs. J'achète. J'achète. Alors, si vous voulez acheter et que vous êtes instituteur, vous avez justement la méthode Euromania où ils ont pensé des modules par matière, donc en mathématiques, en sciences du vivant, en géographie, etc. Et donc vous avez des leçons et ça marche bien. Et un des promoteurs, si vous voulez le contacter, c'est Pierre Escudé et il est actuellement à Bordeaux, à Toulouse, à Bordeaux, je crois. Pierre Escudé, ESCUDE apostrophe. Donc, et je sais que dans ces classes de primaire, ça marchait très bien. Donc ça, c'était plus vu comme un éveil aux langues. Mais comme on le sait, l'éveil aux langues, c'est le fondement de l'éveil à l'acceptation de l'autre, à la reconnaissance de l'autre. C'était des classes de collège, voilà, à Bordeaux. Ouais. Non, il avait aussi des classes de primaire aussi. Il y avait les deux. Oui, donc c'est vrai que l'élève est parfaitement responsable et acteur. Et la chose qui est assez drôle, c'est que les expérimentations ont eu lieu soit avec des jeunes adultes étudiants, mais également des adultes assez âgés. Mais tout le monde est content, c'est ça. Ça dure pas très longtemps et les gens sont assez connus. On pouvait aussi utiliser Romania avec des primaires. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, si vous avez des questions encore, vous pouvez toujours me les envoyer sur mon adresse mail à l'Université de Venise. On remettra également cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc aussi, si vous voulez ou revoir des passages ou même la diffuser de votre côté, évidemment, n'hésitez pas. C'est vrai que, enfin, encore une fois, je le redis parce que je trouve que moi-même comme enseignante, j'ai vraiment vu des choses qui se passaient dans la manière d'appréhender la langue par les élèves qui était vraiment très singulière et très active d'une certaine manière dès lors qu'on les mettait dans cette situation de deviner et qui est quelque chose qu'on fait finalement pas si souvent parce qu'on se dit toujours oh là là ils vont rien comprendre, ils vont être perdus, etc. Mais en fait, enfin voilà, faut pas sous-estimer les élèves. Non, Ouais. c'est exactement ça. Ça stimule énormément la, la créativité. Ils s'amusent. Et puis, alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il n'y a pas la faute. C'est-à-dire que si quelqu'un propose une interprétation qui n'est pas la bonne, il n'est pas pénalisé pour ça, puisque on va mettre un éventail de possibles et puis après, on va voir ce qui marche. Donc, c'est vrai que c'est assez stimulant en général. C'est le seul. Alors, avec les plus jeunes, ça marche très bien. La tranche d'âge plus délicate, c'est la tranche d'âge de l'adolescence.
Et il n'y a pas beaucoup d'expérimentation avec cette tranche d'âge. Et puis, ils ont moins l'émerveillement de l'enfant pour, euh, pour les mots nouveaux, etc. Et donc, c'est vrai que même moi, dans mes expérimentations, j'ai obtenu de moins bons résultats avec des classes de lycée qu'avec mes étudiants, avec des étudiants de fac. Ouais. Voilà. Voilà, ben, merci beaucoup. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose, un commentaire de dernière minute ou une réaction de dernière minute ou une question de dernière minute, bien sûr, vous pouvez le faire. Sinon, ben, de toute façon, je vous recommande également le livre donc de Marie-Christine Jamet, qui j'ai pas reproché l'image, mais vous l'avez vous l'avez sur j'arrive pas à trouver le mot, sur notre site, sur la page de l'événement, si vous voulez le retrouver, qui est, je trouve aussi d'une aide, voilà, qui donne beaucoup d'idées aussi en tant qu'enseignant, que je recommande. Et puis Catherine qui dit notre formation à Venise était un grand succès. Ben, peut-être Catherine qu'on fera quelque chose en Finlande et en Norvège, qui sait? Mais Catherine est où? Tu es en où, Norvège. Ah, d'accord. Elle est en Norvège. D'accord. On travaille pas mal ensemble. En 2012. D'accord. Voilà. J'ai dit que j'étais A1 en roumain. Voilà. Donc, je suis désolée je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai quelques diapos qui n'étaient pas celles que j'avais prévues et j'ai pas compris ce qui s'est passé dans mon PowerPoint. Et donc, j'ai eu un instant de panique, surtout que je ne vous vois pas. Et ça, c'est particulièrement difficile c'est vrai. de ne pas voir, même en tout petit, les personnes qui sont là. Voilà. C'est vrai. Donc, merci à vous. Je suis disponible. Donc, je vous mets mon adresse mail. Est-ce que vous voyez là non, mais je vais partager votre adresse avec l'ensemble des participants parce que pour l'instant, c'est seulement partagé avec je le fais tout de suite. Voilà. Voilà, donc je viens de partager avec vous l'adresse l'adresse mail de Marie-Christine Jamet dans le chat. Et pour Catherine, on peut oui, très frustrant de ne pas se voir, oui, effectivement. Et donc, on peut se faire un Zoom, toutes les deux, si tu veux. Tu m'écris sur le mail et on se fait un Zoom. Voilà. Les souvenirs de Venise. Voilà. Mais bon, ce que j'ai appris en vieillissant, c'est que il faut être patient. On peut avoir des bonnes idées, mais il faut beaucoup de temps pour que ça se mette vraiment en place de façon efficace. Et donc je suis patiente. Je pense que ceux qui viendront après réussiront à le faire. Et la pandémie a peut-être aidé. Parce qu'on a eu plus l'habitude de travailler justement à partir de chez soi, donc on va peut-être plus communiquer. Donc, je suis assez positive. Voilà. En tout cas, je ne vous vois pas, mais je vous remercie. Je vous prie de m'excuser pour le moment de panique au milieu, parce que j'ai plus reconnu les diapositives. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et voilà. Et plein de bonnes choses. Et si vous voulez m'écrire, vous avez mon adresse là qui a été mise dans la chat. Voilà. Au revoir à tous. Merci Anne-Laure pour cette possibilité. Voilà. Et c'est quand même dommage, hein, j'ai pas pu aller jusqu'à vous. J'aurais bien aimé. Mais bientôt. Pour l'instant, c'est pas possible, mais bientôt, ce sera possible. Bientôt. Voilà. Merci à vous tous. Au revoir. Merci à vous tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci. De rien.